Il y a pas longtemps, j'ai revu Ghost in the Shell et ça m'a donné envie de voir d'autres trucs dans le même genre. Et dans les livres et les films un peu cyberpunk, il y a toujours des hackers hyper forts. C'est pas juste qu'ils sont forts en fait, c'est carrément des magiciens. Ils peuvent prendre le contrôle de ce qu'ils veulent, ils font apparaître des messages sur des ordi à distance, ils peuvent espionner n'importe qui, récupérer n'importe quel document. Moi j'y connais pas grand chose, mais ça me fascine. Et aujourd'hui on va essayer de voir à quoi ça ressemblerait de devenir un magicien dans la vraie vie. Étape 1, trouver la faille. Il y a toujours des failles. Récemment, on a beaucoup entendu parler de Pegasus, un malware qui utilise de nombreuses failles pour acquérir l'accès total sur un téléphone, et apparemment il a été utilisé notamment à des fins d'espionnage. Pegasus fonctionne entre autres à l'aide d'une faille dans la librairie multimédia d'iOS, celle qui permet par exemple de lire des fichiers vidéo. Ce qui est dingue, c'est que c'est une zero-click exploit. Ça veut dire que la cible n'a rien à faire pour déclencher le malware. Le hacker peut prendre le contrôle total d'un smartphone simplement à partir de son numéro. Ça m'a inspiré, et dans mes recherches, il y a un nom qui revenait souvent, c'était Stagefright. Une faille de sécurité similaire qui touchait tous les téléphones Android de Android 2.2 à Android 5.1. Ceux qui ont découvert la faille l'ont décrit comme la pire jamais trouvée sur Android. Cette faille pouvait toucher jusqu'à 950 millions de téléphones. J'avais justement sous la main un téléphone vulnérable, un Nexus 5 que j'avais quand j'étais adolescent. C'était parfait, on avait une autre faille et une cible, on pouvait commencer les choses sérieuses. Étape 2, comprendre la faille. Stagefright, c'est la librairie d'Android qui s'occupe des médias, comme les vidéos par exemple. C'est elle qui va récupérer toutes les informations dans un MP4. Dans un fichier vidéo, on a la vidéo, mais on a aussi plein d'informations sur le fichier lui-même. La durée de la vidéo, la résolution, le titre, etc. Tout ça, c'est stocké dans le fichier. Quand le téléphone reçoit une nouvelle vidéo, pour que Stagefright traite ces données, il a besoin de les stocker temporairement quelque part. Ce quelque part, on appelle ça un buffer. Ça permet à un programme de stocker des infos en attendant d'être traité. Le problème, c'est qu'un buffer, ça a une taille donnée. C'est important parce qu'il y a des trucs à côté du buffer de la mémoire. Et notamment la return address. C'est l'endroit de la mémoire où est stockée l'adresse vers le code que le programme doit exécuter ensuite. En gros, c'est une flèche vers ce qu'il faut faire après. C'est la suite du programme. Le truc, c'est que quand Stagefright doit gérer les sous-titres de la vidéo dans le fichier MP4, Stagefright ne vérifie pas la taille du buffer. On peut lui envoyer un truc aussi grand que l'on veut. Et donc, quand le téléphone va mettre ses données dans le buffer, ça va déborder. Et si ça dépasse du buffer, alors ça remplacera ce qu'il y avait avant. C'est ça la faille. Un buffer overflow. On va créer un fichier MP4 qui contient dans ses sous-titres un truc plus grand que le buffer. Dans le buffer, on met du code malicieux, et quand on arrive à l'endroit où on sait que dans la mémoire ça correspond à la return address, on met l'adresse de notre code malicieux qui est dans le buffer. Quand le buffer est copié dans la mémoire, on aura donc changé la return address. Le téléphone va ensuite exécuter ce qu'on lui a donné, on peut donc faire exécuter ce que l'on veut. En l'occurrence, ce qu'on veut, c'est prendre contrôle du téléphone. Pour ça, on va faire exécuter au téléphone un shell. Un shell, c'est une interface pour accéder à un ordinateur. Les fenêtres graphiques qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est une autre interface par exemple. Dans le shell, on a accès à la même chose. On voit les mêmes dossiers, les mêmes fichiers. La différence, c'est juste que c'est une interface textuelle qu'on accède avec un terminal. Mais sinon, c'est pareil. On peut lire des fichiers, les modifier, exécuter des programmes, etc. Et un smartphone, comme un Android ou un iPhone, c'est aussi des ordinateurs. Donc on peut utiliser un shell sur téléphone aussi. Là, ce qu'on veut faire, c'est un reverse shell. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un shell sur le téléphone, mais on va le contrôler directement sur notre ordinateur avec Internet. On va contrôler le téléphone à distance. C'est ça le code malicieux qu'on va envoyer. Et ce code malicieux, on appelle ça un payload. Tout ça avec un simple fichier MP4. Étape 3, trouver un vecteur d'attaque. Il faut trouver une manière de distribuer notre MP4 infecté. Joshua Drake, celui qui a découvert en premier cette faille, a listé plusieurs vecteurs possibles. Il a remarqué que Stagefright se lançait quasiment à chaque fois que le téléphone recevait une vidéo, que la victime la regarde ou non. On pouvait donc envoyer une vidéo par mail à la cible par exemple, lui transmettre la vidéo par NFC ou Bluetooth à proximité, ou en trouvant un moyen de lui faire mettre une carte SD dans le téléphone. Today's presentation is Stagefright, scary code in the heart of Android. Joshua Drake. So when we do that, we find tons of attack vectors.
We find a multitude. We find MMS coming over the mobile network. For client side, we see the browser that we mentioned and the downloads we mentioned, but there's also email attachments. When you receive an attachment on Android and email, it doesn't automatically download that, but if you say, hey, I want to look at that, it's going to download it and scan it. So you also have physically adjacent things, right? Like I mentioned, bumping your phone with somebody. So physical, there's also SD cards. So if you put some malicious media on an SD card and shove it into somebody's phone's SD card slot, it will immediately mount that SD card and scan all the stuff on it. Very convenient. And finally, the gallery, when you open it, it scans it. Or anytime you see any sort of thumbnail or any sort of thing happening on screen, it's still going to continually scan it for some reason. So ask yourself, do you use any of these to talk to any people you don't trust? Or can anybody talk to you that you don't trust through any of these, whether you talk to them or not? J'ai choisi l'option du navigateur web. Joshua a découvert que cela fonctionnait aussi si la victime allait sur un site web qui diffusait la vidéo infectée. Cependant, j'ai pas trop compris pourquoi, mais avec des tests, j'ai pu voir que cette technique était un peu moins stable que les autres. Là où avec l'attaque par MMS de la démo de Joshua Drake, il suffit que les victimes reçoivent la vidéo pour lancer l'infection, avec le navigateur, si la cible quittait la page avant la fin de l'attaque, je perdais la connexion et l'infection était un échec. Je pense que c'est dû au fait qu'il faut relancer plusieurs fois l'attaque à cause de protection sur Android 5. On allait avoir besoin d'autre chose. Étape 4, gagner du temps. Maintenant, on a un site web et on a besoin que la cible reste au moins 10 secondes dessus pour qu'on ait le temps de réaliser l'infection. Ça a pas l'air comme ça, mais 10 secondes c'est énorme. Il faut qu'on trouve une bonne raison de rester sur ce site. Voilà mon idée, on va mettre un jeu sur cette page web, et on va cacher la vidéo en dessous du jeu. La vidéo sera donc complètement invisible et le site ressemblera juste à un site de jeu. Pour que ça marche, il faut un jeu que tout le monde connaît et reconnaisse. Je suis parti sur Flappy Bird. C'est un jeu très simple à reproduire et qu'une seule action dans le jeu c'est sauter, et c'est un jeu sur lequel on peut passer beaucoup de temps sans s'en rendre compte. En partant de ça, je me suis dit que le point de départ de l'attaque, ça doit être un endroit où les gens ont beaucoup de temps à perdre, comme une gare ou un aéroport par exemple. On pourrait placer des QR codes un peu partout, il suffit alors de quelques personnes un peu curieuses pour lancer l'infection. Pour rendre ça encore plus intriguant, j'ai rajouté une phrase qui dit qu'il n'y a que 37 personnes qui ont dépassé les 10 points avec un faux classement sur le côté. On va les toucher dans leur ego dans un moment où ils ont rien d'autre à faire. Tout ce dont on a besoin c'est 10 secondes. La cible arrive sur le site, la vidéo se joue en fond, l'infection commence. Ok, on est dedans. Même si la cible ferme le navigateur, c'est déjà trop tard, on a accès à son téléphone avec le reverse shell. Là, on est à la racine du téléphone. Il y a les fichiers système, les fichiers du système d'exploitation. On peut se balader dedans, mais très vite, on a un nouveau problème. On n'a pas accès à grand chose. En fait, on a un shell en tant que media server, c'est-à-dire le process qui s'occupe des vidéos et des médias en général sur Android. Chaque process a des droits spécifiques. Le process media server ne peut pas rajouter un nouveau réveil, par exemple, parce que c'est pas son rôle. On va avoir besoin de quelque chose d'autre. Étape 5, escalade de privilèges. On va essayer d'avoir plus de droits dans le shell. Je fais des recherches et j'apprends qu'il y a justement plusieurs failles d'Android 5 qui permettent de faire ça. Notamment 2 failles en particulier, Dirty Cow et IOVirut. Je me suis penché sur IOVirut. C'est une faille dans le kernel Linux, donc ça touchait pas que Android mais tous les OS basés sur Linux. J'ai pas tout compris sur cette faille mais globalement elle nous permettait d'obtenir des accès privilégiés, et ça c'est tout ce qu'on cherchait, avoir plus de droits. Donc je compile IOVirut, je l'intègre au payload et je prie pour que ça marche. Ok, c'est parfait. 0, ça veut dire qu'on est root. Root, c'est comme être Dieu chez Linux. Il n'y a rien que l'on puisse pas faire. On peut tout lire, tout modifier, tout exécuter. On a accès à tout. Étape 6, se propager. On a accès à la carte SD. On peut voir toutes les images que la victime a stockées dans son téléphone. Mais on peut aller plus loin. Je fais une recherche de tous les fichiers finissant par .db. C'est l'extension de fichiers pour les bases de données. On a une longue liste. Parmi ça, on peut voir celle liée au SMS. On peut alors la télécharger et l'ouvrir avec SQLite.
On a tous ses contacts avec leur numéro de téléphone, ainsi que tous les messages qu'il a envoyés ou reçus depuis toujours. C'est parfait pour propager l'infection. On peut envoyer à tous ces contacts un lien vers le site. En automatisant l'infection, ceux qui l'ouvrent pourront être eux-mêmes infectés et propager l'infection à leurs contacts à leur tour. Rien qu'avec ça, on peut déjà atteindre beaucoup de monde, voire potentiellement n'importe qui. Par exemple, dans les années 2000, il y a un ver informatique nommé I Love You qui s'est propagé sur internet par mail avec une lettre d'amour en pièce jointe qui, dès qu'elle était ouverte, envoyait le mail à tous ses contacts. Le ver a fini par toucher 10 millions d'ordinateurs. J'ai continué à me balader dans les fichiers du téléphone, et trouvé notamment la base de données du calendrier. On pouvait voir tous les événements auxquels la personne a participé, mais aussi toutes les réunions et qui y a participé. On a toutes les tâches et tous les rappels qu'elle s'est assignés. On a aussi accès à sa caméra et son micro. On peut prendre des screenshots sans qu'elle s'en rende compte et les télécharger. On peut même envoyer un audio sur son téléphone et les faire lire sur ses haut-parleurs. Maintenant, on peut tout espionner. Évidemment, ce que j'ai fait, c'est plus une preuve de concept qu'une réelle attaque dans la vraie vie. La faille a été corrigée assez rapidement sur Android et on peut plus vraiment l'utiliser aujourd'hui. J'ai pris une faille très connue pour que ce soit facile pour moi d'explorer, mais si elle est très connue, ça veut aussi dire qu'elle a été corrigée très rapidement. Cependant, c'est pas de la fantaisie non plus. Comme on l'a vu avec Pegasus, ce genre d'attaques se produisent dans la vraie vie avec des failles similaires, et je pense que c'est assez intéressant de les explorer pour mieux les comprendre.